Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir, monsieur. L'événement et votre présence à Paris pour la présidence française de l'Union, c'est un moment clé pour l'Europe. D'abord, évidemment, la crise du Covid qui revient en force. Vous avez 450 millions d'âmes, 450 millions d'administrés. À quel point Omicron vous inquiète-t-il ? Omicron is difficult and we have to stay vigilant because it's highly est tellement difficile qu'il impose la vigilance. Il est très transmissible, quand bien même la maladie semble moins grave qu'avec les autres variants, mais il faut tout faire pour en limiter la diffusion via la distanciation sociale, mais surtout la vaccination et toujours la vaccination. C'est un instrument, un outil dont nous disposons. Un fait est établi, vous l'avez dit, c'est cette contamination avec le risque d'absence en masse partout en Europe, à l'échelle colossale de ces centaines de millions de personnes. Est-ce que l'Europe va devoir élargir son plan de relance ? En France, Bruno Le Maire dit « l'État est là, on va continuer à payer ». Vous avez déjà cet énorme plan, 750 milliards, est-ce qu'il faudra faire plus ? Tout d'abord, il convient de donner une consistance à ce plan de relance de 800 milliards d'euros. Nous venons de commencer avec des plans de relance nationaux. Il faut passer à la phase suivante, apporter du concret pendant les 3 années à venir. Puis l'on verra s'il faut davantage et comment s'organiser. Est-ce qu'on peut faire davantage ou est-ce qu'on est arrivé à une limite ? En France, je crois qu'on va vers les 120% d'endettement. Il n'y a plus de cigales et il n'y a plus de fourmis en Europe. Est-ce qu'on peut aller encore de l'avant ou est-ce qu'on est à une limite ? Ce qui est important, c'est de rétablir la croissance. Et pour ça, il faut investir dans le futur. Ça, ce que le plan de relance fait. Il investit dans le changement climatique, par exemple, la transition verte ou le numérique. Ça, c'est le futur et ça crée la croissance. Ça, c'est important pour réduire les dettes. Et je vous remercie de parler en français. C'est l'occasion de dire que vous parlez français. C'est plus difficile d'improviser, ce pourquoi on le fait en anglais par commodité, mais on vous posera quand même quelques questions françaises à la fin. Vous parliez des non-vaccinés. Est-ce qu'il faut faire pression davantage sur eux ? En France, le président Macron a utilisé ce mot d'emmerder. Je ne sais pas d'ailleurs comment on traduit en allemand, mais c'est un signal pour dire qu'il faut une forme d'électrochoc, il faut vraiment augmenter la pression parce que ce sont eux qui risquent de submerger les soins intensifs, donc d'aggraver la crise. Est-ce qu'il faut être plus directif sur les non-vaccinés ? Nous avons une véritable discussion autour de la responsabilité qui se fait jour. La responsabilité, ce n'est pas ma responsabilité à moi uniquement, c'est une responsabilité collective qui s'applique également à autrui, mes amis, ma famille, mes voisins. Et donc, savoir comment nous protéger, nous-mêmes, mais également les uns les autres, c'est l'objet d'un débat que nous avons à l'heure actuelle. C'est une compétence, bien sûr, qui échoit aux États membres. Quant à savoir comment exercer cette pression sur les personnes non vaccinées, là, il y a différentes modalités avec des mesures contraignantes, les certificats numériques également, bien sûr. Mais la question métaphysique qui se pose, c'est la suivante. Quelle est la nature de notre responsabilité ? C'est ça qui est essentiel. Vous êtes médecin, Madame la Présidente, vous avez fait des études de médecine. Liberté, une personne peut ne pas se faire vacciner, mais elle risque davantage d'occuper un lit de réanimation, donc de prendre la place de quelqu'un, donc d'aggraver des déprogrammations, avec les conséquences que ça a sur d'autres. Est-ce qu'il y a pour vous une forme de culpabilité ? Je crois qu'il faut discuter que la liberté individuelle a ses limites quand elle détruit la liberté d'un autre. Et ça, c'est la discussion qu'on a maintenant, très difficile, mais très importante. Ça veut dire que quand Emmanuel Macron a utilisé ces mots très durs, je disais emmerder, mais dans toute son explication où il parle du fait qu'un citoyen n'est plus tout à fait citoyen, vous comprenez son point de vue quand il refuse de se faire vacciner? J'ai le plus grand respect pour cette discussion qui se fait jour. Il est nécessaire de procéder à ce débat, c'est important. Présidence française de l'Union européenne avec un Emmanuel Macron très pro-européen, mais il y a en France un courant euro-sceptique, euro-méfiant, très important. On l'a vu avec l'affaire du drapeau européen à l'Arc de Triomphe qui a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que ça vous a fait mal ?
Bien, en premier lieu, la France, c'est un des pays fondateurs de l'Union européenne. La France a écrit cette histoire du projet européen, de la paix, de la réconciliation, qui sont au cœur de notre continent. Et puis cette économie sociale de marché, ce marché unique, c'est au cœur des réussites engrangées. La France en a bien conscience. Donc je crois qu'il faut garder en tête ce que l'on tient aujourd'hui pour acquis, dans une certaine mesure, à savoir la liberté de circulation à travers l'Europe, cette devise unique, cette monnaie unique qui nous unit. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est d'honorer nos engagements européens. Prenons l'exemple de la pandémie. Eh bien, là, il y a eu d'énormes efforts s'agissant de la vaccination. Je me permets de vous interrompre parce que vous êtes une très bonne présidente, donc vous déviez un petit peu, mais je vous posais quand même la question, pardon, elle est un peu émotionnelle, le fait qu'on mette un drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. On voit qu'en 2022, pour un certain nombre de Français, c'est quelque chose de choquant. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, les Européens, c'est-à-dire les 26 autres États membres et 450 millions d'Européens, nous étions très emballés de voir le drapeau européen affiché sur les monuments. C'était impressionnant. Et je connais bien sûr la fierté en ce qui concerne l'histoire française et ce qui symbolise le drapeau français. Moi, je trouve l'Europe et la France et l'Europe, ça va très très bien ensemble. L'Europe, c'est la France et la France, c'est l'Europe. Je me rappelle, je crois que c'était en 1994, l'Eurocorps avait défilé sur ces mêmes Champs-Élysées, il y avait un contingent allemand et déjà à l'époque, il y avait cette tension. Pour vous qui êtes allemande, le fait que il y a un symbole fort européen dans cet endroit-là, les Champs-Élysées. Est-ce que c'est quelque chose d'humainement fort? Ça, c'est le symbole de la paix et de la réconciliation. Et je crois que pour nous tous, moi, je viens d'un petit village à Hanovre, ça, où je suis à la maison. Je viens de la Basse-Saxe, des Länder en Allemagne. Je viens de l'Allemagne, mais je suis européenne. Et tout ça va ensemble dans une personne. Et je crois que c'est la même chose pour les Français. Si on met bout à bout un monsieur Zemmour, Madame Le Pen, à gauche un monsieur Mélenchon, les eurosceptiques, ça fait beaucoup de monde, ça fait plus de 40% sans doute. Quel message vous leur donnez? Well, I think the most important is for the French people. Le plus important, c'est d'écouter les Français, de les entendre et de leur dire « l'Europe a besoin de vous. Vous êtes l'Europe. Vous avez écrit l'histoire de l'Europe. Et l'Europe, elle est là pour vous. » Hommage à Simone Veil au Panthéon. Qu'est-ce que représente Simone Veil pour vous? Simone Veil était témoin des heures les plus sombres de notre histoire. Elle est un symbole pour la paix et la réconciliation. Elle était la première femme qui était présidente du Parlement européen, c'est-à-dire un véritable symbole pour l'égalité et pour la démocratie. Et vous, la première femme présidente de la Commission? Oui, c'est juste. Et elle a toujours lutté pour les droits des femmes. Moi, je suis une grande fan de Simone Veil. Elle était une femme extraordinaire. Dans l'opinion française en particulier, il y a un courant nationaliste fort qui s'inquiète du déclin démographique de l'Europe. Est-ce qu'il faut avoir le courage de dire que, comme vous l'avez fait en Allemagne, vous étiez au gouvernement, c'est l'immigration qui peut combler ce manque? J'ai beaucoup travaillé sur les questions démographiques. On peut combiner plusieurs approches. Concilier le travail, la vie professionnelle et la vie familiale, ce qui permet aux pères, aux mères de travailler et d'avoir des enfants, qui est très bon pour le marché du travail. Et puis, il y a les personnes âgées. On peut travailler plus longtemps comme on peut aussi vivre plus longtemps si les conditions sont réunies. Et troisième point, la jeunesse. Je voudrais finir parce que la jeunesse est un point crucial. Le chômage des jeunes, c'est inacceptable. Donc, il faut permettre l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Et
quatrième approche, l'immigration. Et l'on ne réussira pas si l'on ne combine pas toutes ces approches. Les Français, souvent, n'osent pas s'avouer ça. Les Allemands l'ont fait. Ils ont dit on a besoin de migrants pour combler le trou démographique. On en prend 1 million. Ça n'a pas été. Ça a provoqué beaucoup de réactions négatives aussi. Mais est-ce que l'Europe devra prendre ça, reconnaître ça? C'était différent. La migration qualifiée, c'est une migration transparente et légale. Et ça, c'est important. Blue card, for example, is a typical element you use for that. So, transparent, qui est utilisé à cette fin. Donc la transparence, la clarté des conditions tout à fait claires pour l'ensemble des parties impliquées. Donc la qualification effectivement de ces migrants et puis également les emplois qui doivent être disponibles en Europe. Voilà ce dont il est question. Si ce n'est pas la migration, c'est faire plus d'enfants. Il n'y a pas d'autre solution. Alors vous en avez fait 7. Vous aviez fait en Allemagne un programme très ambitieux, vous l'avez un peu évoqué là. C'est possible que les Européens refassent davantage d'enfants ou ça, c'est de toute façon le passé? When I was family minister, quand j'étais ministre de la famille, j'ai beaucoup appris de la France. Et j'ai raconté l'histoire de la France aux Allemands. Parce que les Français font plus d'enfants. La crèche, par exemple, c'est la réconciliation de la vie professionnelle et la vie privée, personnelle. La vie personnelle. La vie personnelle. Elle est beaucoup plus meilleure en France, comme elle était en Allemagne. C'est-à-dire, j'ai appris beaucoup de la France et j'ai commencé cette politique en Allemagne il y a plus que 13 ans, je crois, ou 14 ans. En réalité, vous êtes vraiment européenne superlativement. Votre père était un pionnier de la construction européenne. Est-ce que vous comprenez tous ceux qui sont contre ça? On le voit en ce moment, beaucoup de Polonais, de Hongrois, le Brexit évidemment, mais aussi des Suisses, mais aussi d'autres qui sont très sceptiques vis-à-vis de l'Europe, pour qui vous incarnez cette élite européenne désincarnée. De quel œil est-ce que vous regardez ça? Mais ce n'est pas le peuple, les gens en Pologne et les gens en Hongrie. Si vous regardez au sondage, ils sont vraiment, les Polonais sont vraiment pro-européens. Bien sûr, pas tous, mais une grande majorité. Et bien sûr, comme j'ai dit, Europe has to deliver. L'Europe doit honorer ses engagements. Et c'est ce sur quoi nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec les gouvernements sur les questions essentielles que sont par exemple l'état de droit. Donc on peut se pencher sur ces thématiques, on n'est pas forcément d'accord, mais on reste européen. Merci pour le français. Danke sehr, Frau Präsidentin. Willkommen in Frankreich. Dankeschön. Pardon pour mon allemand, il est très bancal. Le goût de la France pour vous, c'est quoi? Parce que quand on est président de l'Union européenne, il faut être bien avec tout le monde, mais enfin, il y a un lien particulier avec les Français. Oh, la France, tout d'abord Paris. Paris, c'est la ville de l'amour. Quand j'étais étudiante à Göttingen, j'adorais Barbara, qui a chanté cette chanson à Göttingen. Et je suis une cavalière passionnante. Et vous avez des chevaux exceptionnels à Saumur, le cadre noir. C'est-à-dire, pour moi, la France, je l'adore. Madame la Présidente, merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup. Et bienvenue, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.